Bonjour à tous. Je vous rejoins aujourd'hui virtuellement à partir de mon ordi à Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Je suis Denis Saint-Pierre, je suis un associé en fiscalité au bureau de EPR Bathurst. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de l'ARC en partenariat avec CPA Canada. Aujourd'hui, l'ARC nous offre une session qui sera divisée en deux parties. Donc, la présentation d'aujourd'hui touchera quelques éléments clés, soit une mise à jour concernant les efforts d'audit et de vérification de la subvention salariale d'urgence du Canada, dont tout le monde parle de ces jours. Une mise à jour de certaines questions et enjeux que nous avons transmis à l'ARC, nous étant CPA Canada, vis-à-vis la dite subvention salariale. Aussi, certains enjeux qui concernent les bénéfices imposables. Et nous aurons aussi une rétroaction de l'ARC vis-à-vis certaines questions d'ordre technique qui sont non liées à la subvention salariale, mais qui ont été posées à l'ARC par CPA Canada. Donc, quand vous aurez visionné le webinaire, on vous invite à soumettre vos questions en utilisant le logiciel Slido. Le lien pour Slido se retrouve sur la même page où se retrouve le présent webinaire, qui est notre page d'actualité en fiscalité de CPA Canada. Et le lien Slido sera disponible jusqu'au 28 octobre, ce qui vous permettra de l'utiliser et d'inscrire vos propres questions pour les réponses de l'ARC. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des questions sur Slido. Il y aura une deuxième partie dans laquelle l'ARC répondra aux questions ayant obtenu les plus hautes cotes de priorité selon le public ayant participé à l'exercice. Et on pense pouvoir mettre cette présentation vers le début novembre. Donc, on espère que vous trouverez le présent webinaire informatif et intéressant. Sur ce, j'aimerais passer la parole à une personne qui a brillé en ce temps de pandémie et en fait une contribution inestimable par ses discussions clés et échanges continus avec CPA Canada pour nous aider à naviguer dans les différentes initiatives du gouvernement. Et de cette personne, je parle de M. Ted Gallivan. Ted? Merci bien, Denis, pour cet accueil chaleureux. Mon nom, c'est Ted Gallivan. Je suis le sous-commissaire responsable des programmes d'observation à l'Agence du revenu. Et c'est vrai, CPA Canada et l'Agence travaillent étroitement afin de mieux communiquer, sensibiliser et même désigner nos programmes. Et c'est vrai que c'est intensifié selon cette pandémie. Quelques mots d'ouverture avant de tourner au détail de la part de mes collègues. Dans un premier temps, nous comprenons la situation actuelle au Canada avec une crise de santé et aussi une crise économique et que vos clients font face à ça. Mais nous sommes aussi conscients que vous êtes des entreprises, des entrepreneurs, vous-même avec des préoccupations économiques ou des préoccupations pour vos employés. Et aussi au niveau humain comme personne, on vit tous quelque chose vraiment de phénoménal. Alors à l'agence, on essaie de prendre en bord cette situation et ajuster notre approche. Le principe de base, notre rôle, c'est comme agence de revenus de maintenir un niveau de jeu égal, faire certain que ceux qui en profitent délibérément, le petit pourcentage, sont contactés et aussi corriger des erreurs. Et certainement, on peut voir des erreurs dans la situation actuelle. Alors, c'est de jongler ces deux idées, dans un certain point, d'ajuster pour le contexte réel, mais en fin de compte, atteindre certains objectifs très importants. Puis je mets un point d'emphase sur cette situation d'erreur. Les membres de CPA Canada, tous les professionnels ont agi en tant que professionnels jusqu'à date. On voit un intérêt commun de faire la bonne chose et avoir le bon résultat. Alors, c'est vraiment un travail de partenariat. Mais il faut reconnaître que certains de ces programmes sont tout nouveaux. L'acte de l'impôt existe depuis 100 ans. La taxe de vente, TPS, TVH, ça existe depuis 30 ans. Et on fait affaire à une subvention salariale qui est vieux de 5 ou 6 mois. Alors, c'est normal qu'il y aurait des erreurs et on essaie d'avoir cette philosophie quand on s'aborde cette situation. Pour nos programmes d'observation, quelques mots. On essaie d'ajuster au niveau du risque et le degré ou l'ampleur de l'inobservation possible. Alors, quand on parle de la grande entreprise, les gens qui sont assez équipés, les enquêtes criminelles,
on verrait moins d'ajustements. Certainement, il faut prendre soin des préoccupations de santé. Il faut protéger nos employés et les entreprises et les professionnels. Mais notre approche demeure plus ou moins la même chose. Mais au niveau de la PME, nous avons communiqué des directives à tous nos 10 000 vérificateurs afin d'avoir un changement plus radical, de vraiment comprendre que nous avons une discrétion au niveau du temps. Nous avons une discrétion au niveau de la portée de nos vérifications, de la portée des examens. Nous avons de la discrétion au niveau de l'ampleur de la situation et les enjeux. Et est-ce que vraiment ça vaut la peine pour les contribuables, pour le ministère et l'entreprise de poursuivre certaines préoccupations? Et nous avons travaillé à rehausser le seuil au niveau de qu'est-ce qui nous intéresse. Et de vraiment se poser la question à 1 000 $, 2 000 $, 4 000 $, est-ce que c'est vraiment quelque chose au moment qu'on veut investir notre temps ou est-ce que c'est mieux de passer à d'autres choses? Alors, on essaie d'accorder plus de jugement professionnel à nos employés qui sont des membres de CPA fréquemment. Et on espère qu'à travers un dialogue, à travers un respect mutuel en tant que professionnel, un ajustement se fera pour refléter la situation, mais encore atteindre certains objectifs. Et on espère que cette souplesse va nous permettre de jouer avec les deux tensions que j'ai mentionnées au début. Mais ça va prendre des conversations honnêtes entre professionnels, dossier par dossier. Nous, à l'admin centrale, on est là pour aider. Je sais que nos employés, on véhicule les mêmes messages à nos employés qu'on véhicule à vous. Et ensemble, je pense tous, on va arriver à une meilleure solution. Vite fait, sur les nouveaux programmes d'urgence, la subvention salariale en particulier, on va vous fournir de plus en détails dans quelques moments. Mais je dirais qu'on visionne notre travail dans cet espace comme basé sur le risque et les enjeux. Et nos premières vérifications au niveau de la subvention salariale, c'est vraiment de connaître quels sont les enjeux, de se questionner au niveau quelles seraient les meilleures approches. Parfois dénicher, est-ce que c'est l'inobservation ou simple erreur ou on a besoin d'une clarification législative. Alors, je pense qu'il faut penser en termes de phase. Nous sommes dans une première phase de vérification au niveau de la subvention salariale. Et qu'est-ce que nous cherchons vraiment, c'est de connaître le contexte sur le terrain. Nous prévoyons une pause stratégique après ça afin de décider quels sont les enjeux et quelles seraient les meilleures manières de procéder. Et ça peut s'agir d'éducation, d'encourager une certaine observation volontaire, etc. Ça peut entamer certaines conversations avec le ministre des Finances. So, c'est vraiment des vérifications de recherche. Certainement, s'il y a une erreur, on va porter ces erreurs à attention. Mais pour nous, c'est une phase initiale après laquelle nous aurons une pause stratégique. Alors, Denis, je pense que j'apprécie grandement CPA Canada pour organiser cette session. J'ai hâte à répondre avec mes collègues aux réponses qui vont suivre. Et surtout, j'apprécie grandement la dédication, le professionnalisme de vos membres qui ont fait partie du système d'impôt à date lors de cette crise et vraiment étaient à la hauteur du moment en assurant que le système et l'économie canadienne continuaient à fonctionner à bon train. Alors, je vous remercie pour l'opportunité et j'ai bien hâte à la prochaine intervention. Merci, Ted, pour les mots d'introduction et surtout pour la souplesse que vous faites en ce moment. Je pense que c'est crucial. C'est un peu nouveau aussi du côté de l'ARC de ne pas avoir un checklist, si on veut, mais plutôt de dire, écoutez, on va faire un dialogue, puis est-ce que c'est vraiment important? Donc, je pense que dans les temps de pandémie, cette approche va vraiment être appréciée de tout le monde, incluant CPA Canada. Et maintenant, pour entrer dans le jus du sujet, j'aimerais inviter Christine à faire une mise à jour. La mise à jour toucherait les efforts d'audit et de vérification par l'ARC concernant la prestation d'urgence, mais la subvention salariale. Christine? Merci, Denis. Bonjour tout le monde, mon nom est Christine Martin et je suis la directrice de la division de la vérification des petites entreprises et des non-résidents de la direction des petites et moyennes entreprises à l'agence. Aujourd'hui, je vais discuter le travail de vérification de la subvention salariale d'urgence du Canada et les prochaines étapes. Je vais présenter à quoi les contribuables peuvent s'entendre et en ce qui concerne le processus de nos communications avec eux.
Fait que le gouvernement a lancé rapidement des programmes de secours COVID-19 car la priorité était vraiment de distribuer des fonds très rapidement aux personnes dans les besoins. Ce sont des programmes massifs ayant des dizaines de milliards de dollars. À ce jour, l'Agence a reçu plus de 1,3 million de demandes de subventions salariales et a versé plus que 41 milliards de dollars. Il est donc important pour l'Agence d'assurer l'intégrité du système et de mener des travaux d'observation en utilisant une approche équilibrée. Nous avons commencé par des examens informatisés en première étape et un système d'examen manuel avant paiement pour valider des demandes de subventions avant qu'ils soient payés. En d'autres mots, nous avons établi un ensemble de règles codées pour acheminer certaines demandes vers l'examen manuel en fonction des critères et de nos données fiscales existantes. Au cours des derniers mois, nous avons consacré beaucoup de temps à l'amélioration de notre approche de l'observation. Nous avons retouché le processus d'examen avant paiement et plus récemment, nous avons mis en place des vérifications après paiement. Qu'est-ce qui concerne les examens après paiement? Lorsque les demandes sont déposées, ils font l'objet d'un premier processus de validation avant que ça soit payé. Les examens servent à empêcher les entités non admissibles de présenter une demande. Ça empêche les demandes frauduleuses et ça signale certaines demandes pour un examen avant paiement. Lorsqu'une demande est sélectionnée pour un examen avant paiement, nous ne faisons pas un examen complet. Nous nous concentrons sur des éléments plus précis de la demande, comme déterminer si l'employeur est admissible à la subvention, vérifier qu'il n'y a pas de demande en double et de valider les informations de la système de paie. De nombreux examens avant paiement sont effectués sans communication avec le contribuable ou son représentant autorisé. Souvent, le cas il peut être résolu avec des renseignements déjà conservés par l'agence, comme par exemple valider les renseignements de retenue sur la paie. Si nos examinateurs ne sont pas en mesure de valider la demande par eux-mêmes, ils communiqueront avec le contribuable ou le représentant afin de résoudre le cas. Dans la plupart des cas, la question peut être réglée lorsqu'une explication de la situation particulière est fournie. Dans certains cas, nous demandons des documents supplémentaires. La vérification après paiement. Dès le départ, nous avons prévu de mettre en place un programme de vérification après paiement dans nos plans d'observation pour cette subvention. Jusqu'à tout récemment, nous regardons seulement les demandes avant le paiement. Les vérifications après paiement sont plus complets que l'examen avant paiement, puisqu'il sert à vérifier tous les aspects de la demande afin de déterminer si le demandeur est un employeur admissible, si le revenu admissible a été calculé correctement, le base de revenus nécessaire a été respecté, la demande concernait des employés admissibles et comprend seulement la rémunération admissible, et que les calculs sont exacts et conformes à la loi. On commence ces vérifications progressivement, car ce type de vérification est nouveau et il demande une approche coordonnée, faisant l'appel à des examinateurs et des vérificateurs de différents programmes d'observation. Et aussi, il demande une collaboration au sein de l'agence pour nous assurer une approche uniforme et efficace. Dans le cadre de notre approche concernant les vérifications après paiement, fait qu'on appelle ça vraiment la phase 1, nous avons attribué une sélection représentative de cas aux vérificateurs et aux examinateurs aux fins d'examen. Ces cas, ils concernent des particuliers, des sociétés de personnes, des organismes de bienfaisance et des sociétés de toute taille, des petites entreprises locales jusqu'aux grandes multinationales. Fait que pour toutes les demandes sélectionnées pour une vérification à cette première phase, la période de vérification vise les périodes 1 à 6. Fait que c'est du 15 mars 2020 au 29 août 2020. Les vérificateurs examineront toutes les demandes dans cette période pour tous les comptes de retenue sur la paie associés au numéro d'entreprise, fait que le NE9. Ces cas ont été sélectionnés dans toutes les régions du Canada selon plusieurs méthodes variées pour garantir une grande représentation. Pour cette sélection de cas à la phase 1, nous avons eu recours à une variété d'outils incluant des processus automatisés d'évaluation des risques qui utilisent des algorithmes, des examens et des évaluations supplémentaires par des spécialistes de la charge de travail, des indices internes et externes, les demandes identifiées pour un suivi à la suite de l'examen limité à la phase avant paiement et un échantillon aléatoire des demandes.
Les résultats de la phase 1 serviront à valider et à modifier les processus d'évaluation des risques existants afin que nous puissions concentrer nos efforts sur les cas avec les risques les plus élevés. On va parler un petit peu de la phase 2. Les décisions concernant la durée et la portée de la phase 2 est toujours en discussion, mais nous sommes certains qu'il y aura un programme de vérification spécialisé pendant une certaine période de temps. Compte tenu de la prolongation du programme jusqu'à l'été prochain, ce programme spécialisé serait plus long que nous avons initialement prévu. On estime que d'ici à 2022 ou même 2023, le programme réservé à la subvention salariale prendra fin et que la subvention deviendra simplement un autre facteur étudié dans le cadre de nos programmes de vérification normales. Il deviendra un autre indicateur de risque éventuel dans nos vérifications ordinaires. Alors, on va parler un peu du processus de vérification comme tel. Une question que les intervenantes nous posent souvent est « À quoi les applicants peuvent-ils s'attendre pendant le processus de vérification de la subvention salariale? » Le processus de vérification après paiement, c'est très semblable à nos processus de vérification qui existent déjà pour des impôts sur le revenu. En règle générale, nous conseillons à nos vérificateurs d'essayer de communiquer avec les contribuables ou le représentant par téléphone afin de l'informer qu'il a été sélectionné au fin d'une vérification, de discuter avec eux la portée de l'examen et de demander la façon que la demande a été calculée. Pendant l'appel, ils discuteront des livres comptables du contribuable dans le but d'identifier des livres, des registres et des pièces justificatives qui seront nécessaires. Selon le déroulement de la conversation initiale, le vérificateur peut aussi aviser les contribuables qu'un spécialiste de la vérification informatisée communiquerait avec eux pour organiser la récupération des dossiers électroniques. Les registres comptables nécessaires dépendront du type du dossier faisant l'objet d'une vérification et de la complexité de la demande. Les structures d'entreprise plus complexes ou les états financiers qui sont normalement préparés sur une base consolidée avec nombre de comptes de paie pour un grand nombre d'employés nécessiteront beaucoup plus de documentation par rapport à une entreprise avec un nombre limité d'employés et des registres comptables plus simples. Le vérificateur enverra également une lettre confirmant la discussion avec une liste détaillée des documents nécessaires à la vérification. Si le vérificateur n'est pas en mesure de rejoindre le contribuable ou le représentant par téléphone, une lettre sera envoyée à titre de premier contact. Cependant, nous tenons à ce que le processus de vérification implique une communication ayant dans les deux sens. Et nous avons renforcé ce fait avec nos vérificateurs plusieurs fois. Fait que la lettre, on parle un peu de la lettre pour la subvention salariale. Fait que beaucoup d'entre vous avez déjà entendu sans doute ou lu des discussions dans les médias ou sur l'Internet au sujet de la lettre envoyée à une entreprise avec une demande de documentation extrême. Je tiens à clarifier que la lettre envoyée est un modèle avec une liste de documents possibles qu'un vérificateur pourrait demander. L'intention n'était pas que toute la liste soit demandée d'une entreprise, surtout pas tout en même temps. C'était un résultat de difficultés croissantes d'un nouvel programme, d'une nouvelle loi, d'un nouveau programme, un programme avec lequel que nous avons dû mobiliser des vérificateurs de partout au Canada pour aider à cette initiative de conformité et mettre en place des procédures en très peu de temps. Nous apprécions les commentaires et nous avons déjà corrigé le problème et renforcé des directives avec nos vérificateurs pour nous assurer que nous demandent que la documentation nécessaire pour valider la demande soumise à la vérification. Cette situation souligne l'importance de la communication pendant le processus de vérification. Si vous recevez une lettre où vous trouvez la demande de documents requis trop longue ou si vous avez des préoccupations à l'égard du processus de vérification, n'hésitez pas à communiquer avec le vérificateur ou bien le chef d'équipe. Nous voulons travailler avec vous et apprécions vos commentaires. L'Agence comprend que c'est une période très difficile pour la plupart des entreprises et on veut être raisonnable et on est conscient aussi de les réalités. Notre intention n'est pas de créer de charges supplémentaires, mais c'est notre responsabilité d'assurer que les règles sont respectées. C'est ça que les Canadiens s'entendent de nous. Une autre question qui est souvent posée concerne les informations nécessaires pour les vérifications de la subvention salariale. Comme point de départ, le vérificateur a besoin d'une copie de formulaire d'attestation de chaque demande et des copies des documents préparés par le contribuable lorsqu'il a rempli la réclamation. Le vérificateur aura également besoin d'accéder à certains des registres comptables afin de vérifier les calculs de réduction des revenus et demandera des registres comptables pour l'année en cours et l'année précédente.
Ces documents comprennent le journal des ventes, le grand livre général et tous les écritures d'ajustement. Selon la méthode utilisée pour déposer la demande, les vérificateurs pourraient demander des relèves bancaires mensuels aussi. Le vérificateur demande également les registres de paie afin de vérifier que les demandes ont seulement été effectuées pour des employés admissibles et de vérifier en même temps les calculs de base et la rémunération admissible. Après la fin de l'examen de renseignements, le vérificateur peut aussi demander des renseignements supplémentaires afin de vérifier la demande, élargir la portée de vérification à d'autres périodes pour examiner d'autres demandes si le vérificateur détecte un problème d'observation ayant entraîné d'un paiement en trop, élargir la portée de vérification pour comprendre les demandes faites par des parties associées. Si un vérificateur détermine que la demande doit être modifiée ou refusée, il émettra une lettre de proposition et expliquera les raisons du changement. Le contribuable aura l'occasion de répondre et de soumettre des documents supplémentaires à l'appui de leur position. Une lettre finale détaillant la position de l'agence serait envoyée. Si applicable, un avis de détermination et un avis de cotisation sera envoyé et la contribuable aura le droit de déposer un avis d'opposition s'il n'est pas d'accord avec les résultats. Le contribuable s'est tenu de rembourser le montant déjà versé et les intérêts applicables. Dans le cas d'une observation grave, les pénalités pourraient s'appliquer. Fait juste un petit message sur la communication comme telle. Nous avons non seulement dû adapter nos programmes pour intégrer les vérifications de la subvention salariale d'urgence du Canada, mais nous avons tous dû nous adapter aussi à la nouvelle environnement virtuel. Comme beaucoup d'entre vous, nos vérificateurs travaillent principalement de leur maison et se servent de la technologie pour se protéger et aussi de vous protéger. Ils utilisent la technologie, par exemple, pour vous rencontrer sur une plateforme virtuelle plutôt qu'en personne et ils utilisent des portails en ligne sécurisés pour la transmission de documents et de correspondance. Les réclamants qui n'utiliseront pas actuellement le mot dossier d'entreprise ou représenter un client sont encouragés de s'inscrire. D'autres options, comme la communication par courriel, pourraient être envisagées en dernier recours. Fait que cela, il met à fin à ma partie. J'aurais plaisir à prendre vos questions sur Slido et à clarifier n'importe quel point de ma présentation dans notre séance de suivi le 4 novembre. Fait que merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Christine, pour cette mise à jour très intéressante, surtout le côté de la lettre qui avait certainement circulé et fait parler plusieurs personnes. L'explication est très raisonnable et très compréhensible, très normale. Et donc, j'ai maintenant le plaisir d'inviter Costa à nous éclairer sur certaines questions spécifiques qui ont été partagées à l'agence par CPA sur le sujet de la subvention salariale d'urgence. Costa. Merci, Denis. Bonjour, je suis Costa Dimitrakopoulos et je suis le directeur général de la direction des décisions en impôts. Notre direction est responsable pour la fourniture des décisions anticipées et des interprétations techniques à l'égard de la loi de l'impôt sur le revenu. Et je suis très content d'être avec vous pour répondre aux questions en suspens liées à la subvention salariale d'urgence du Canada ou le SSUC. Comme vous le savez, nous continuons à recevoir des questions sur la subvention salariale d'urgence du Canada ou le SSUC. Nous y répondons et mettons à jour la foire aux questions sur le site canada.ca. Nous fournissons quelques interprétations techniques, mais notre principal objectif est de fournir le plus d'informations possible à autant d'organisations que possible au moyen de la FAQ, des renseignements donnés par nos services téléphoniques et en participant à des différentes conférences d'associations professionnelles. À noter, nous avons reçu des demandes de décisions anticipées concernant la SSUC. À ce temps, et en raison des demandes de renseignements nombreuses que la RC reçoit en lien avec le plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, la RC ne confirmera pas, dans le cadre d'une demande de décision anticipée, l'admissibilité d'une entité à la SSUC, ni ne rendra d'autres décisions se rapportant à la SSUC. Par ailleurs, plusieurs questions sur la SSUC sont basées sur les faits liés à une situation précise et il ne serait donc possible d'y répondre que par suite d'un examen complet des faits, des circonstances et des documents pertinents.
Maintenant, je commence avec la première question à l'égard de la choix de SSUC. Peuvent-ils être modifiés ultérieurement? Afin de recevoir une SSUC, une entité admissible doit produire le formulaire de la demande pour chaque période d'admissibilité pour laquelle l'entité admissible se qualifie et paie une rémunération admissible à un employé admissible. De plus, certains choix sont disponibles afin, en général, d'aider les entités admissibles à se qualifier dans différentes circonstances. Par exemple, certains choix, comme le choix d'utiliser une période de rémunération de base autre que celle du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020 à l'égard d'un employé admissible, peut changer pour différentes périodes d'admissibilité. D'autres choix, tels que le choix d'utiliser la méthode de caisse ou d'exercice, sont applicables pour toutes les périodes admissibles. Une entité admissible qui a choisi d'utiliser la méthode alternative pour déterminer le revenu admissible pour les périodes 1 à 4 peut utiliser la méthode générale pour les périodes 5 et subséquentes et vice-versa. Sous réserve des restrictions mentionnées ci-dessous à l'égard des choix, une entité admissible peut produire un formulaire de demande de SSUC amendé pour une période d'admissibilité tant que le formulaire de demande amendé est produit avant la date limite, actuellement le 31 janvier 2021, prévue dans la loi de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'un formulaire de demande a été produit, mais un choix donné n'a pas été fait auparavant dans le formulaire de demande qui a été produit, il peut être fait dans un formulaire de demande ou un formulaire amendé pour la période admissible. Toutefois, lorsqu'une entité admissible a fait un choix sur un formulaire de demande produit antérieurement à l'égard de la période admissible, l'entité ne peut révoquer ou autrement amender un tel choix en produisant un formulaire de demande. Je tiens à souligner que la législation sur le SSUC est continuellement révisée pour s'assurer qu'elle réponde à son objectif et réponde aux besoins des Canadiens et des entreprises canadiennes. En tant que telle, cette position est sujette à changement et je comprends qu'il est actuellement en cours de révision. Comme d'habitude, nous ne manquerons pas de mettre à jour nos FAQ pour les changements de position. La deuxième question concernant la divulgation de SSUC, et la question c'est est-ce qu'il y a une mise à jour sous l'annonce générale et clarification des montants? Le projet de loi C-14, loi numéro 2 sur les mesures d'urgence visées sur la COVID-19, a modifié la loi de l'impôt sur le revenu afin d'adopter le programme de subvention salariale d'urgence du Canada et d'autoriser l'Agence de revenus du Canada à publier les noms des employeurs admissibles qui demandent la SSUC. Le registre des bénéficiaires de la SSUC a été créé dans le but de fournir aux Canadiens une plateforme conviviale pour connaître les sociétés qui ont reçu la subvention salariale. La création de cette base de données assure à tous les Canadiens de transparence sur la façon dont leurs impôts sont dépensés afin de protéger les emplois, de permettre aux entreprises de maintenir leurs employés en poste et de réembaucher ceux qui ont été mis à pied antérieurement, tout en dissuadant l'observation. Il convient de noter que les modifications de la loi de l'impôt sur le revenu au moyen du projet de la loi C-14 ne permettent pas à l'Agence de publier renseignements détaillés sur les demandes, comme le nombre d'employés d'entreprise précise ou le montant demandé dans une demande particulière. Des statistiques sont disponibles sur notre site web qui expose le nombre total de demandes reçues, le nombre total d'employés dont le salaire sera subventionné par le SSUC et la valeur en dollars des subventions versées. À l'heure actuelle, le lancement du registre des bénéficiaires de la SSUC a été reporté car sa conception exige un examen attentif
de facteurs tels que la protection des renseignements personnels, la confidentialité et la transparence. Nous comprenons que les renseignements qu'ils fournissent sont utiles pour les Canadiens. Nous sommes persuadés que notre approche pour les communiquer reflète notre engagement à l'égard de l'équité et de l'intégrité. Une annonce sera publiée une fois que le registre de bénéficiaires de la SSEC sera prêt à être utilisé par le public. La troisième question est à l'égard des choix selon les alinéas 125.7.4c et D pour les périodes 5 à 9. L'alinéa 125.7.4c de la loi prévoit une règle qui permet à une entité déterminée d'utiliser le revenu admissible d'une coentreprise établie comme si la coentreprise était une entité déterminée si toutes les parts de l'entité déterminée sont la propriété des participants de la coentreprise et que la totalité ou presque de revenus admissibles de l'entité déterminée pour une période d'admissibilité se rapporte à la coentreprise. De façon très générale, l'alinéa 125.7.4d de la loi prévoit un choix pouvant être fait par une entité déterminée si la totalité ou presque de son revenu admissible provient d'une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes données avec qui elle a un lien de dépendance. L'entité déterminée et la personne ou société de personnes avec qui elle est liée doivent faire un choix conjoint afin de calculer le revenu admissible de la façon prévue par cet alinéa. Les alinéas 125.7.4c et D de la loi se rapportent au calcul de revenu admissible pour l'application de l'alinéa C de la définition d'entité admissible au paragraphe 125.7.1, lequel alinéa vise à déterminer si l'entité déterminée a subi la baisse de revenus requise pour avoir droit à la SSEC pour les périodes 1 à 4. Étant donné que les modifications apportées sur la SSEC restreignent l'application de l'alinéa C de la définition d'entité admissible aux 4 premières périodes d'admissibilité, ces choix ne seraient pas disponibles pour la 5e période et les périodes suivantes. Nous avons informé le ministère des Finances de cet enjeu. Pour l'instant, l'ARC n'a pas examiné la possibilité d'accorder un allègement administratif à cet égard. La quatrième question, c'est à l'égard des périodes comptables utilisées dans le commerce de détail. Pour fin comptable, plusieurs entreprises déclarent leurs résultats selon des faits de mois flottants plutôt que selon les mois civils. Plusieurs représentants nous ont demandé s'il était possible d'utiliser des périodes comptables différentes des mois civils lors du calcul de revenus admissibles pour les périodes de référence antérieures et actuelles d'une entité déterminée afin de déterminer la base de revenus pour une période d'admissibilité dans le cadre d'une demande au titre de la SSEC. Le paragraphe 125.7.1 de l'alinéa définit période de référence actuelle et période de référence antérieure en faisant référence à un mois civil. Tout écart de ces définitions n'est pas appuyé par la loi et par conséquent, la RC n'est pas disposée à accepter un revenu admissible pour les périodes de référence antérieures et actuelles calculées à l'égard d'une période de déclaration non basée sur des mois civils. Une entité déterminée dont le cycle comptable ne correspondant pas au mois civil devra calculer manuellement le revenu admissible pour les périodes de référence pertinentes à l'égard d'une période d'admissibilité basée sur des mois civils. C'est tout pour moi et je passe la parole à Denis. Merci. Donc, merci beaucoup, Costa, pour ces clarifications très intéressantes. Le prochain sujet touche les bénéfices imposables. Maintenant, pour ceux qui ont suivi sur nos différentes plateformes les échanges avec l'ARC, vous vous souviendrez que CPA Canada a fourni des commentaires vis-à-vis le formulaire T2200, particulièrement ce qui a trait aux dépenses liées à l'utilisation d'espace dans la résidence personnelle d'un employé qui serait utilisé en temps de pandémie.
On espérait aujourd'hui avoir des commentaires sur le formulaire T2200. On s'attend à ce qu'il y ait un nombre considérable de demandes pour des dépenses pour la résidence personnelle. Par contre, on nous informe que l'ARC examine présentement notre rétroaction et qu'elle devra étudier plus profondément la question avant de prendre position. Conséquemment, l'ARC aujourd'hui n'émettra pas de commentaires sur le sujet, mais en temps et lieu, si des commentaires sont disponibles ou deviennent disponibles, nous les publierons sur notre page web de CPA Canada. Et donc, avec cette introduction, je passe la parole à Mary-Ann pour discuter des autres types de bénéfices imposables. Mary-Ann. Merci, Denis, pour l'introduction et pour l'opportunité ce matin de vous parler et à vos membres aussi. Donc, mon nom est Marianne Doué-Plante. Je suis gestionnaire au sein de la direction de l'observation des entreprises à l'Agence du revenu du Canada, qui est entre autres responsable de veiller à ce que les employeurs respectent toutes leurs obligations en matière de retenue, de versement et de déclaration en ce qui concerne les retenues salariales et les avantages imposables des employés. Aujourd'hui, en premier lieu, je vais vous donner un bref aperçu des politiques administratives que l'Agence a adoptées à l'égard de certains avantages imposables offerts par l'employeur pendant la pandémie de la COVID-19. Et en deuxième lieu, je vais aborder brièvement le Code d'erreur 805 qui a trait aux règles d'acquisition d'actifs. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'Agence reconnaît que pour de nombreux employeurs et employés, des changements qui ont été apportés à la façon dont le travail est effectué. Les employeurs peuvent fournir certains avantages, allocations ou remboursements pour s'assurer que les employés ne courent pas de risques indus dans l'exercice de leurs fonctions. Compte tenu des circonstances extraordinaires, l'Agence a adopté certaines politiques concernant les avantages offerts par les employeurs, soit les frais liés au navettage et au travail à domicile, afin de fournir un allègement aux employeurs et aux employés. Depuis longtemps, l'Agence considère que les déplacements d'un employé entre sa résidence et son lieu de travail habituel constituent généralement des déplacements personnels et que toutes les dépenses liées à ces déplacements sont des dépenses personnelles. Les frais de stationnement d'un employé à son lieu de travail habituel sont également considérés comme des dépenses personnelles. Lorsqu'un employeur paye ou rembourse ses frais de transport et de stationnement, verse une allocation à un employé pour couvrir ses frais ou fournit à un employé un véhicule motorisé afin d'effectuer ses déplacements, l'Agence considère généralement que l'employé reçoit un avantage imposable. L'Agence reconnaît la possibilité que les employés qui sont tenus de se rendre à leur lieu de travail habituel pour exercer leurs fonctions puissent faire face à des coûts de navettage supplémentaires en vue de réduire au minimum le risque d'exposition pendant la pandémie de COVID-19. Les employés peuvent aussi devoir engager des frais pour se rendre à leur lieu de travail habituel afin de recueillir de l'équipement qui leur permettra d'exercer leurs fonctions à la maison. Dans les situations où un employé continue de travailler à son lieu de travail habituel, l'Agence ne considérera pas qu'un employé reçoit un avantage imposable si son employeur paye ou rembourse les frais de navettage engagés par l'employé qui dépassent ses coûts de navettage normaux ou fournit une allocation raisonnable pour couvrir ses frais. Cette politique s'étend à l'utilisation des véhicules motorisés fournis par l'employeur pour effectuer de tels déplacements si l'employé n'utilisait pas déjà un véhicule fourni par l'employeur pour faire la navette entre son domicile et son lieu de travail avant la pandémie de COVID-19. Dans les situations où un employé travaille de la maison parce que son lieu de travail habituel est fermé, l'Agence ne considérera pas que l'employé reçoit un avantage imposable si son employeur paye ou rembourse les frais de transport quotidien engagés par l'employé pour se rendre à son lieu de travail habituel. Par exemple, pour ramasser de l'équipement lui permettant d'exercer ses fonctions à domicile ou fournir une allocation raisonnable pour couvrir ses frais. Cette politique s'étend aussi à l'utilisation de véhicules motorisés fournis par l'employeur pour effectuer de tels déplacements. De même, lorsqu'un lieu de travail habituel est fermé en raison de la pandémie, l'Agence ne considérera pas qu'une place de stationnement fournie par l'employeur est disponible à ce lieu de travail aux fins d'utilisation par un employé. Par conséquent, le stationnement fourni par l'employeur ne donnera pas lieu à un avantage imposable.
on s'attend à ce que les employeurs tiennent des registres appropriés pour démontrer que les allocations fournies sont raisonnables par rapport au coût de navettage engagé par l'employé. On s'attend aussi à ce que les employés tiennent des registres appropriés pour consigner leur utilisation de véhicules motorisés fournis par l'employeur, y compris le nombre total de kilomètres parcourus pour faire la navette entre la maison et leur lieu de travail habituel. Par ailleurs, l'Agence reconnaît que la pandémie a fait en sorte que de nombreux employés doivent travailler de la maison, où ils n'ont peut-être pas l'équipement nécessaire pour exercer leurs fonctions. Dans ce contexte particulier, l'Agence ne considérera pas qu'un employé reçoit un avantage imposable si son employeur paye ou rembourse jusqu'à 500 $ de matériel informatique ou d'équipement de bureau à domicile pour permettre à l'employé de s'acquitter de ses fonctions à condition que l'employé présente les reçus à l'employeur. L'équipement de bureau à domicile comprend tout article dont un employé peut avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions, y compris un bureau, une chaise, des moniteurs, etc. Si un employeur paye ou rembourse plus de 500 $ de matériel informatique ou d'équipement de bureau à domicile, le montant excédant 500 $ doit être inclus dans le revenu de l'employé à titre d'avantage imposable. Par exemple, si un employeur paye pour un bureau d'une valeur de 1 000 $ que l'employé conservera après la pandémie, il s'agit d'un avantage imposable de 500 $. Le prix d'achat du bureau de 1 000 $ moins l'allègement de 500 $. Certains employeurs peuvent également choisir de payer ou de rembourser les frais de téléphone cellulaire ou d'Internet d'un employé. Selon les politiques existantes de l'Agence, la partie utilisée à des fins d'emploi ne donnerait pas lieu à un avantage imposable. L'Agence publiera prochainement de plus amples renseignements sur ses politiques sur le site web canada.ca. L'Agence examine la possibilité d'établir des allègements à l'égard de d'autres avantages et allocations fournis par l'employeur qui n'ont pas été mentionnés aujourd'hui. Si d'autres mesures d'allègement sont adoptées, ils seront également publiés. Pour fournir des renseignements généraux sur les avantages et les allocations offertes par l'employeur, l'Agence publie le guide T4130, Guide de l'employeur, avantages et allocations imposables, qui est disponible sur le site web canada.ca. Avant de terminer, j'aimerais aborder pour quelques moments le code d'erreur 805 qui apparaît lors d'une demande de la SSUC et qui est en lien avec les règles d'acquisition d'actifs. Lorsqu'il y a une acquisition d'actifs admissible, et qu'une entité déterminée et le vendeur font conjointement un choix en vertu de l'alinéa 125.7 4.1e de la loi, l'entité déterminée est réputée avoir respecté les conditions liées à la possession d'un compte de retenue sur la paie ouvert auprès de l'Agence en date du 15 mars 2020 ou au recours à un fournisseur de services de paie pour effectuer des versements de retenue sur la paie au nom de l'employeur admissible si le vendeur répond à l'une ou l'autre de ces conditions. Dans ce cas, puisque l'entité déterminée n'avait pas de compte de retenue sur la paie ouvert à l'Agence en date du 15 mars 2020, l'entité recevra automatiquement le message d'erreur suivant lorsqu'il tentera de produire sa demande de la SSUC. Erreur. Selon nos dossiers, votre compte n'est pas admissible à la subvention salariale d'urgence du Canada. Si vous avez des questions au sujet de votre admissibilité, communiquez avec notre service téléphonique avec le numéro 1-800. Dans ces cas, l'entité doit téléphoner au service de renseignements généraux pour les entreprises, soit au 1-800-959-7775, et informer le représentant de l'agence qu'elle a récemment acheté des actifs d'une autre société et que les deux parties ont choisi, en vertu de l'alinéa 125.7 4.1e de la loi, que les règles relatives à l'acquisition d'actifs s'appliquent. Ensuite, le représentant de l'agence effectuera un examen manuel des comptes RP de l'entité déterminée et du vendeur. Une fois l'examen terminé, le représentant avisera l'entité déterminée du montant où elle pourra présenter une demande de la SSUC. Donc, sur cela, je termine et au plaisir d'avoir vos questions et de répondre à vos questions lors du suivi. Je vous remercie. Merci, Marianne. C'est très informatif et je suis effectivement convaincu qu'on aura plein de questions là, intéressantes sur les bénéfices imposables via Slido.
J'invite maintenant l'ARC à nous parler du prochain segment qui étant une mise à jour. C'est un type pot pourri de sujets non liés à la subvention salariale d'urgence. Et pour ça, je passe le micro à Stéphane Charette. Stéphane. Merci beaucoup, Denis. Merci tout le monde. Bonjour, mon nom est Stéphane Charette. Je suis le directeur de la division des industries financières et fiducies, la direction des décisions en impôts, direction générale des politiques législatives et affaires réglementaires. Comme m'indiquait Denis tantôt, on m'a demandé de traiter de certains sujets, un pot pourri, donc c'est vrai, j'ai 2 sujets à vous parler aujourd'hui. Le premier sujet va traiter des impacts fiscaux qui sont liés à un prêt qui est obtenu dans le cadre du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, tandis que le deuxième sujet va traiter des impacts que peut avoir la pandémie de la COVID-19 quant à la possibilité d'utiliser le paragraphe 164.6 de la loi de l'impôt sur les revenus à des fins de planification post-mortem. Donc, je vais débuter avec le compte d'urgence des entreprises canadiennes, puis je vais référer au CUEC pour faciliter un petit peu la discussion ici. Donc, le CUEC est un programme qui offre des prêts sans intérêt qui peuvent atteindre 40 000 $. Le remboursement de solde du prêt, qui se fait au plus tard le 31 décembre 2022, entraînera une radiation de 25 % de ce prêt, donc jusqu'à une concurrence de 10 000 $. Je vous invite à aller consulter le site web du CUEC, soit le cba-cuec.ca si vous voulez plus d'informations sur le programme en tant que tel. Donc, sur la base des renseignements que nous avons obtenus sur le site web de la CUEC, ainsi qu'à la lumière des contrats des prêts de CUEC que plusieurs institutions financières ont émis, on comprend que les fonds obtenus en vertu d'un prêt de CUEC ne peuvent être utilisés que pour payer des dépenses admissibles ne pouvant être reportées. Et ces dépenses-là sont énumérées sur le site du CUEC. Entre autres, on y retrouve des salaires et autres dépenses liées à l'emploi versé à des tiers indépendants, donc des personnes sans lien de dépendance, avec l'emprunteur, bien sûr. Des paiements pour des loyers, pour la location de biens immobiliers utilisés à des fins commerciales ou utilisés des biens d'équipement qui sont utilisés aussi à des fins commerciales ou le bien immobilier en tant que tel. Des coûts liés aux assurances, les impôts fonciers. On y retrouve aussi des frais engagés à des fins commerciales pour des services de téléphonie, de services publics. Donc, on passe ici pétrole, électricité, gaz, eau et Internet. On y retrouve aussi des paiements au terme du service de la dette, donc que ce soit un paiement régulier ou prévu. Des frais à engager au terme de conventions conclues avec des co-contractants indépendants, ainsi que les frais exigés pour conserver des licences, des autorisations ou des permissions nécessaires à l'exercice de l'activité de l'emprunteur. Finalement, aussi, on y retrouve des dépenses engagées pour l'achat de matériaux qui auraient servi dans la fabrication de produits qui sont habituellement vendus par l'emprunteur. Donc, puisqu'un prêt CUEC contient une portion qui peut être radiée, cette portion-là doit être inclue en vertu de l'alinéa 12.1x de la loi dans le calcul du revenu de l'emprunteur, et ce pour l'année auquel le prêt est reçu. Par exemple, si on prend un prêt de 40 000 $ qui est reçu dans l'année d'imposition 2020 et qu'une portion de 10 000 $ peut être radiée, le montant de 10 000 $, la portion qui peut être radiée, doit être inclus dans le revenu de l'emprunteur pour son année d'imposition 2020. Et ça, même si le prêt va, dans les faits, être radié par la suite, donc dans une année subséquente. Un emprunteur peut aussi choisir, en vertu du paragraphe 12.2.2, de ne pas inclure cette portion-là dans son revenu, mais il peut choisir, par contre, de réduire une dépense avec la valeur du montant qui est radié ou à être radié. Donc, ce choix-là peut être effectué à l'égard d'une dépense soit dans l'année courante ou dans l'année suivante. Supposons, par exemple, que le prêt est reçu dans l'année d'imposition 2020. Il est à l'égard de dépenses qui seraient effectuées pour l'année d'imposition 2021. Donc, la partie du prêt qui pourrait être radiée, c'est-à-dire le montant de 10 000 $ dans l'exemple précédent, n'aurait pas été inclus dans le revenu de 2020 si le choix est effectué afin de réduire les dépenses de l'année 2021. Ce choix-là, il doit être soumis dans une lettre signée jointe à la déclaration de revenus que l'emprunteur sera tenu de produire pour l'année d'imposition 2021. Donc, on peut voir qu'on inclut dans le revenu ou on peut réduire une dépense avec la portion qui est radiée dans le prêt. Si le montant qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou qui n'a pas réduit une dépense en raison du choix au paragraphe 12.2
pose 2.2. Donc, si ce montant-là est remboursé, puis le remboursement est conformément à une obligation légale de rembourser le montant, l'emprunteur pourra bénéficier d'une déduction. Puis la déduction, on la retrouve est en vertu de l'alinéa 21HH, et puis la déduction va être disponible dans l'année où le montant est remboursé, est devenu remboursé en vertu d'une obligation légale. Donc, c'est ce qui traite des impacts fiscaux du prêt remboursable en vertu du CUSC. Maintenant, si on passe à la question du paragraphe 164.6, un petit peu pour mettre la table ici, pour être en mesure d'effectuer le choix à 164.6 de la loi de l'impôt sur le revenu, une succession assujettit un taux d'imposition progressif, donc on va l'appeler ici une SAITP, encore une fois pour faciliter la discussion. La SAITP doit disposer d'immobilisation ou de biens amortissables d'une catégorie prescrite durant sa première année d'imposition. À l'ARC, on comprend que depuis le début de la pandémie, CPA Canada a reçu plusieurs commentaires de ses membres à l'effet que certains retards sont constatés dans l'administration de la succession, des fois en raison, par exemple, de retards au niveau des démarches notariales, comptables ou, si applicable, dans un processus d'homologation, et que ces retards-là peuvent aussi engendrer des retards quant au moment de la disposition des biens de la succession. En raison de ces retards-là, il peut arriver que la succession va disposer de certains biens, puis ça serait après le délai prévu à 164.6. Donc, CPA Canada pose une question à l'agent du revenu. On lui demande si l'ARC peut accorder un délai supplémentaire pour l'application de 164.6 afin de permettre un report rétrospectif des pertes subies par la succession en conséquence de ces dispositions-là, mais qui seraient survenues après sa première année d'imposition. Donc, grosso modo, on nous dit si l'année d'imposition, la première année d'imposition de la fiducie est terminée et on dispose des biens à perte, est-ce qu'on peut prendre ces pertes-là et les reporter à l'année au décès, à la déclaration finale du décédé, comme 164.6 le permettrait. Donc, encore en guise de contexte, comme vous savez, dans le cadre de l'administration de la SAITP d'un contribuable, 164.6 va permettre au représentant légal du contribuable décédé de choisir de traiter certaines des pertes en capital et pertes finales qui sont subies par les SAITP dans sa première année d'imposition, comme étant les pertes du contribuable décédé pour sa dernière année d'imposition. Donc, on fait un report de pertes, des pertes encourues par la succession à la déclaration finale du décédé. Ce choix-là entraîne que le montant choisi à la déclaration finale du contribuable décédé peut être très utile parce qu'il peut permettre d'éviter une double imposition. On peut penser, par exemple, à un contribuable qui décède et à son décès détient des actions d'une société qui ont un gain latent. Donc, en vertu de 70.5, le contribuable s'impose, il y a un gain en capital et la succession, elle, vend les actions plus tard, elle a une perte, donc la perte n'est pas reportée, le contribuable est taxé, donc on peut arriver à un processus de double imposition. Toutefois, pour que 164.6 s'applique, le représentant légal doit disposer des IMO de la succession ou de tous les biens amortissables qui appartiennent à une catégorie prescrite durant la première année d'imposition de la succession. 164.6 en lui-même ne confère aucune discrétion au ministre qui permet de prolonger le délai de la première année d'imposition. Comme vous savez, le gouvernement canadien a pris puis continue de prendre des mesures pour limiter les répercussions de la pandémie sur les Canadiens. Parmi ces mesures, on retrouve le projet de loi C20, qui est intitulé Loi concernant les mesures supplémentaires liées à la COVID-19 et qui a reçu la sanction royale le 27 juillet 2020. Ce projet de loi-là a aussi édicté la loi sur les délais et autres périodes COVID-19. La loi sur les délais et autres périodes COVID-19 prévoit que le ministre chargé de l'application de loi fédérale ou d'un règlement peut, par arrêté, suspendre ou prolonger un délai, de même que prolonger certaines périodes dans la mesure où la loi ou les dispositions prévues dans cette loi font partie de l'annexe de la loi sur les périodes COVID-19. Certaines dispositions de la loi de l'impôt sur le revenu y sont mentionnées à cette annexe. Par contre, il n'y a aucune référence au paragraphe 164.6 de la loi de l'impôt dans l'annexe sur la loi sur les délais COVID-19. Bien qu'on comprend à l'ARC que les retards d'administration d'une succession peuvent retarder le moment de la disposition,
étant donné que la loi de l'impôt sur le revenu et que la loi sur les délais COVID-19 ne confèrent pas au ministre du Revenu national un pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai applicable pour les dispositions prévues au paragraphe 164.6. Toute disposition là, qui se ferait après la première année d'imposition de la SAITP ne serait pas assujettie à l'allègement prévu par 164.6. Pour que ces dispositions-là soient prises en compte dans le paragraphe 164.6, ça prendrait une modification législative et, comme vous le savez, l'ARC est responsable d'administrer le régime fiscal et d'appliquer la loi telle qu'elle est adoptée, tandis que le ministère des Finances a la responsabilité des modifications législatives à la loi de l'impôt. Donc, la réponse, malheureusement, est que présentement, sans modification législative, toute disposition de biens à perte par une société, une SAITP, qui serait après sa première année d'imposition, ne pourrait pas être bénéficier de l'allègement 164.6. Merci beaucoup. Merci Stéphane. On va espérer que quelqu'un du ministère des Finances écoute notre présentation et saisit le problème. Et donc, on est maintenant rendu à la fin. C'est la conclusion de notre session. J'aimerais remercier toute l'équipe de l'ARC pour cette présentation. C'était extrêmement instructif et éclairant. J'aimerais encourager tous les participants à inscrire vos questions sur Slido et également voter sur les questions, puisque les questions qui auront le plus haut niveau de priorité seront les questions qui seront adressées dans notre prochaine session. On planifie au début novembre avec l'ARC. Donc, le plus de votes qu'on a, le plus représentatif de la population que nos questions vont être. Et donc, au nom de CPA Canada, j'aimerais chaleureusement à nouveau remercier l'ARC pour les efforts de communication, la collaboration, c'est réellement apprécié. Et merci à tous nos membres aussi de votre participation, de votre intérêt. On espère vous revoir au début novembre. Et sur ce, merci et bonne journée.